pense que d'abord, c'est nécessaire de rappeler que la mythologie euh, est différente de ce qu'on appelle la religion romaine. Donc la mythologie est une infime partie des rites gréco-romains. Et cette mythologie est vraiment utilisée, et les mythes sont utilisés longtemps par les philosophes pour supplanter, pour expliquer des faits, des événements historiques, des faits philosophiques et des vérités que dans l'Antiquité, on n'était pas capable d'expliquer. Aujourd'hui, on a la science, donc on peut s'appuyer un peu plus sur ce genre sur des faits un peu plus bruts. Mais dans l'Antiquité, il y avait beaucoup d'éléments qui apparaissaient très flous. Et le mythe était là aussi pour expliquer ça. Donc, comme la cosmogonie avec Hésiode, etc. Donc, c'est une tradition qui avait c'est des histoires à vertu morale, pardon, et qui viennent étayer les propos des philosophes, avec notamment Platon. Après les discours socratiques, on a souvent un mythe qui vient étayer les propos et les rendre plus accessibles à un plus grand public. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et cette vertu va perdurer tout au long des époques et aura toujours cette caractéristique un peu de fable qui sert à transmettre un message fort et qui va perdurer pendant des siècles. Quand on étudie un personnage de la mythologie, c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit tout le parcours d'invention, de réinvention, de reprise des mythes et des topoi de l'Antiquité et le fonctionnement de la littérature, c'est-à-dire la littérature s'appuie sur la littérature pour créer. C'est pareil dans l'art. Et donc, il y a sans cesse un motif de réinvention, de reprise des mythes, de reprise de symboles, qui va permettre de créer une nouvelle littérature, mais c'est tout sur une tradition et sur un jeu de contre-invention, de réinvention, de réécriture, surtout aujourd'hui où les réécritures antiques et notamment un peu plus féministes voient le jour. Donc ça illustre bien ce phénomène. Icare est particulièrement intéressant comme figure puisqu'il a pris au travers des siècles des éléments et des caractéristiques qui étaient propres à chacun de leur temps. Et donc, Icare a pu prendre la figure du christianisme, du péché, a pu prendre celle de l'éros, de l'amoureux, ou encore bien d'autres caractéristiques. Et aujourd'hui, c'est aussi une figure qui peut faire l'actualité, puisque on peut lui donner des caractéristiques qui sont comme les inventions toujours plus folles, on va dire, de la technologie, et face à ce progrès sans frein, ou face à l'eugénisme, face à l'environnement, en fait, c'est comme si Icare était à la fois celui qui ose tout, qui n'a pas de limite, qui ne connaît pas de limite, mais qui finalement finit par se brûler en quelque sorte les ailes et par chuter. C'est le rappel aussi du fait que l'homme est mortel, du fait que il y a toujours des conséquences à une innovation sans limite, et donc par exemple avec l'environnement, on peut dire que Icare, on a usé de la terre et aujourd'hui la terre nous le fait payer. Donc c'est un retour, c'est une chute à la réalité. Et quand on étudie Icare, il faut nécessairement étudier son père, donc Dédale. Ils viennent ensemble et même si Dédale a eu tendance
à travers les siècles a s'effacé, mais c'était lui vraiment qui prenait la place de l'inventeur, du démiurge. Et son fils était finalement celui qui en a payé le prix, qui a payé le prix de cette invention et de cette hubris finalement. Donc, je pense que c'est très intéressant de l'étudier encore aujourd'hui, pour toutes ces raisons. Alors, avant de vous parler de sa postérité, je pense qu'il est essentiel de rappeler l'histoire et le mythe d'Icare en lui-même. Alors, je regarde mon téléphone puisqu'il y avait une note dessus. C'est pas. Alors, oui, parce qu'on est accro à la technologie, évidemment. Alors, donc, l'histoire commence avec Dédale, qui a eu un fils qui s'appelle Icare. Donc, Dédale était l'artisan, l'architecte du roi Minos, le roi crétois Minos, qui avait une femme qui s'appelait Pasiphae. Et donc, sa femme, la reine Pasiphae, est tombée sous le charme d'un taureau envoyé par Apollon, pardon, par Poséidon, excusez-moi, par Poséidon, et Minos n'a pas voulu sacrifier au dieu ce taureau, qui était le gage de son droit à la souveraineté dans sa rivalité avec son frère, et donc Poséidon se venge en suscitant auprès de sa femme des amours un peu étranges. Donc Poséidon, Dédale construit donc à la demande de la reine une vache de bois recouverte de cuir. Il en découle une figure bien connue, le Minotaure, auquel est sacrifié chaque année des Athéniens, et c'est la part du tribut que les Athéniens doivent aux Crétois. Et donc, pour tenir enfermé ce monstre, Minos demande à Dédale, son architecte, de créer un piège, et donc il crée le labyrinthe. Un jour, arrive un demi-dieu qui s'appelle Thésée, qui se propose en tant qu'offrande à Minotaure, il avait comme projet de le tuer afin d'arrêter la thalassocratie crétoise, et donc il arrive à le tuer, et Ariane, qui était tombée sous son charme, demande à Dédale un moyen de faire sortir Thésée de ce labyrinthe, et donc il lui propose une bobine de fil qui deviendra le fil d'Ariane. Donc Minos, quand il apprend la nouvelle, quand il apprend la mort de ce Minotaure et la fuite de Thésée, s'en prend évidemment à son architecte, à Dédale, qui, pour s'enfuir, décide de créer, à l'aide de plumes, des ailes qu'il attache sur le dos de son fils et sur son propre dos au moyen de cire. Lorsqu'ils s'envolent, tous les deux, Dédale dit à son fils, selon Ovide, ne vole ni trop haut ni trop bas, reste dans un espace intermédiaire à mi-hauteur entre ciel et terre. Évidemment, le jeune Icare, fier de son vol audacieux, abandonne son guide. Il brûle de sonder les célestes espaces et s'élance plus haut. Par la vivacité de ses rayons, le soleil, dont le trône se trouve près de lui, ramollit la cire parfumée qui sert de lien à ses ailes. Elles fond. Icare agite ses bras dépouillés, mais n'ayant plus le plumage qui le soutenait comme de rame, il ne saurait voguer dans les airs. Icare chute ainsi et tombe dans ce qui deviendra la mer icarienne. Donc voilà, ça c'est les traces, ça c'est le mythe dans son intégralité. Après, évidemment, il y a toujours des variantes pour tout ce qui est mythologie et texte antique. On trouve les traces de ce mythe chez les dramaturges antiques, Sophocle et Euripide, mais dans des pièces qui sont malheureusement disparues. Ensuite, on trouve des traces, des résumés plus ou moins parcellaires chez les historiens et les mythographes du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est Diodore de Sicile, Pausanias et Apollodore.
Mais ce qui fonda finalement la légende, ce sont les métamorphoses d'Ovide. C'est lui le premier qui renverse le modèle et qui donne une place plus importante au fils plutôt qu'au père, alors que, comme on a pu constater, l'histoire s'appuie plus sur le destin de Dédale que celui d'Icare. Mais sur la scène d'Ovide, Icare est au premier plan. Il rayonne de la candeur de l'enfant et de la victime qui va réfléchir les rayons terribles. Il est tout souriant, joueur, en proie à la fascination. Cédant au désir d'approcher le ciel, enfin, terrifié devant l'eau qui s'avance et étouffe son dernier cri. Pater, ô pater, Aophora. Cependant que résonne l'appel paternel et la fixation du nom obscur sur la mer. L'Icare d'Ovide est coupable de démesure, déséruite ducum. Il a abandonné père et guide. Mais aussi pris dans un système d'échange où Dédale père n'a de sens que par rapport à un fils. Donc on voit que l'accent est mis sur le fils plus que sur le père. Et c'est cette lecture qui va influencer toutes celles qui viendront par la suite. Les commentateurs antiques vont vraiment mettre l'accent sur l'hubris d'Icare, lié à sa jeunesse ou à sa démesure. Ils vont dire que Icare attribue l'hubris d'Icare à son extrême jeunesse. L'enfant, avec l'imprudence témérité de son âge, s'éleva plus haut vers le ciel et abandonna son père en raison de l'inconscience de son âge. Il poussa trop haut son vol. Lucien écrit, lui, quant à lui, que c'est une tentation métaphysique d'intellectuel, une folie d'absolu. Icare est fasciné par les théories astronomiques de Dédale. Bon, après, c'est Lucien, donc l'interprétation est assez libre. Ovide, quant à lui, fait de la démesure d'Icare une euphorie, une jouissance. L'enfant, tout entier au plaisir de son vol audacieux, abandonna son guide. Cédant à l'attrait du ciel, il se dirigea vers des régions plus élevées. Donc, Icare cherche à devenir l'homme cosmique qu'est Dédale. Peu après, quelques siècles après, le christianisme reprend le symbole d'Icare pour lui donner celui du péché mortel, de l'hubris causée par l'orgueil. Elle est rapidement reprise par les chrétiens puisque les premiers chrétiens surtout ont joué sur l'utilisation des mythes, donc joué sur la culture dominante pour recréer des symboles et leur donner leur idéologie chrétienne, monothéiste. Saint Ambroise évoque par exemple l'ascension ailée vers Dieu en soulignant le risque icarien. Le mouvement porteur des ailes, ce n'est pas l'assemblage matériel des plumes, mais la succession continue des bonnes actions, loin des honneurs de la vie militaire, loin des passions brûlantes de ce monde, que la cire fondue sous la chaleur brûlante du soleil n'aille pas, comme le rapportent les mythes, abandonner les vols icariens qui perdraient leurs plumes. Donc l'imaginerie chrétienne du Moyen-Âge retravaille Icare avec son statut d'anti-héros, finalement, gouverné par l'hubris, ce qui lui vaut, en langage chrétien, d'être damné pour son orgueil. Donc très tôt, il y a une reprise du mythe au travers d'Ovide, qui a été extrêmement utilisé et réinterprété au Moyen-Âge, puisqu'il fonctionnait en quelque sorte comme l'œuvre d'Ovide fonctionnait un peu comme un cryptogramme dont il fallait décortiquer les textes et leur donner une idéologie et des pensées qui correspondaient bien avec l'idéologie dominante, donc le christianisme. Dans cette reprise d'Ovide, les chrétiens créent un nouveau Dédale qui montre aux hommes comment voler. Ils fabriquent des ailes. La droite signifie l'amour de Dieu, la gauche celui de ses semblables. Un vol trop bas dénonce un amour excessif de ce monde. Et si qui trop hautement vole, c'est si qui orgueil s'affole. Icare est donc un damné en enfer et sa sépulture. Les siècles utiliseront cette relecture d'Icare, cet interdit qui pèse sur la curiosité intellectuelle en même temps que sur l'élan d'un jeune homme.
Au XVIe et au XVIIe siècle, Icare devient la figure du chercheur d'absolu qui ne connaît pas de limites et qui témoigne du conflit entre les dogmes chrétiens et les nouvelles représentations scientifiques qui s'épanouissent et qui prennent toute la place à la Renaissance. Donc, Icare incarne la figure négative par rapport au christianisme, du chercheur d'absolu, coupable de n'accepter aucune limite à son désir de savoir. Le conflit devient de plus en plus aigu entre les deux dogmes chrétiens, entre le dogme chrétien et les humanistes. Giordano Bruno, qui développa la théorie de l'héliocentrisme, est l'Icare de ce siècle. Il se présente lui-même sur un mode métaphorique comme quelqu'un qui accomplit le grand vol de la connaissance. Mais Icare devient aussi l'image de l'inventeur qui en est un esprit coupable, image édifiante d'un Icare coupable et répandue à travers toute l'Europe par les nombreuses éditions des livres d'emblèmes. Ils en font un modèle repoussoir, illustrant l'adage « Noli altum sapere », ne t'abandonne pas l'orgueil. Icare est donc associé à la curiosité intellectuelle qui vise le secret haut placé de la science, de la religion et de la politique. Donc c'est une curiosité impie qui est attribuée à Icare. Dans la poésie baroque, au XVIe siècle toujours, Icare devient une figure émancipée, de l'émancipation, qui ose tout, qui affronte et qui n'a aucune barrière. Donc un esprit libre, libre d'affirmer son désir et libre aussi de retourner à ses sources antiques. Ce n'est plus un fils, mais un jeune audacieux, hors de tout lignage. Il devient aussi la figure du poète amoureux, qui fait preuve d'audace, qui s'approche du soleil, qui devient finalement la figure de l'âme aimée, de l'être aimé, auquel le poète, en volant trop près, a fini par se brûler les ailes, puisque l'amour est dangereux. Et selon les poètes de la Renaissance, l'amour est tristesse aussi. Donc l'élan amoureux est porté par le vol emplumé d'Eros, cependant que les ailes de Circe signifient la désirable fusion amoureuse en même temps que périlleuse. Dans les temps modernes, Icare prend la place du père en devenant l'inventeur, un émulateur qui défie la condition humaine. Un des curieux renversements qui travaille le mythe dans la transformation qui lui imprime la culture européenne, c'est donc cette affirmation exubérante du fils par rapport au père. Il s'approprie les caractéristiques de Dédale, puisque, comme on a pu le voir dans l'Antiquité, Icare n'est pas du tout l'inventeur. Icare n'a rien inventé, Icare a juste fui et a juste trompé en quelque sorte son père. Mais dans les temps modernes, il y a un renversement. C'est le fils prend les caractéristiques de son père et devient lui-même inventeur. Il y a donc un renversement de toute négativité, de cette hubris qui devient finalement un élan, un élément émancipateur et glorieux, avec voulant à tout prix que le fils vole de ses propres ailes. Icare, réduit à son seul nom, à son seul corps, tend à incarner la trace que tout individu pourrait laisser de sa protestation face aux limites de la condition humaine. Au XIXe siècle, siècle de l'innovation, siècle de la mécanisme et de la révolution industrielle, dont Icare devient finalement le symbole. Au XIXe siècle, les aérostats et autres machines expérimentales se multiplient et donnent naissance à un déploiement technique que l'imaginaire populaire et artistique place sous le signe, non de Dédale, mais d'Icare. C'est à ce moment que la culture européenne, dans les ruptures qu'opère la révolution industrielle, fige l'image d'Icare. L'anti-héros antique devient d'une part emblème de l'aéronaute et d'autre part, à l'opposé, dans la perspective d'artiste en révolte contre une société de la machine, la figure tragique d'une sublimation grisée dans son élan. Donc, on a d'un côté l'innovateur, l'inventeur, et de l'autre, la figure de l'artiste maudit qui, dans le romantisme français particulièrement, figure cet être émancipé, cet artiste
qui opprimé par la société et qui vit, comme l'a si bien décrit Baudelaire, un spleen, le sentiment d'être rejeté, une recherche de l'absolu qui finalement devient vaine et erronée. Il signifie l'échec de l'artiste interprété comme signe d'élection. La figure d'Icare incarne donc cette recherche de l'absolu qui ne peut précipiter qu'à la chute. Baudelaire, pour décrire ces jeunes artistes, utilise la figure d'Icare. La jeunesse de ce temps-là était ivre d'art, de passion et de poésie. Tous les cerveaux bouillaient, tous les cœurs palpitaient d'ambition démesurée. Le sort d'Icare n'effrayait personne. Des ailes, des ailes, des ailes, s'écriait-on de toutes parts. Dusions-nous tomber dans la mer? Pour tomber du ciel, il faut y être monté, ne ce fût qu'un instant. Et cela est plus beau que de ramper toute sa vie sur la terre. Donc il y a cet essor de la sublimation, mais surtout l'impuissance à conjuguer le rêve et l'action. Icare est donc associé à une certaine forme d'idéalisation et de désillusion. Mais d'un autre côté, on a vu, c'est aussi celle du démiurge, moins en raison de ses œuvres qu'en fonction du risque suicidaire qui le fascine. Là, on fait donc un pionnier de l'aéronautique, de celui qui n'était en mesure ni de construire l'artefact, ni de l'utiliser correctement quand il est reçu de son père. Au XXe siècle, il y a eu une réécriture du mythe à travers l'original, à travers un retour vers la narration. Et donc, Icare porte au XIXe siècle les turbulences de l'artiste et la surestimation du démiurge ou sa crise d'identité, emprunte au XXe siècle le masque et la signature de Dédale, n'épuisent pas pour autant la relecture moderne du mythe. Les artistes de ce siècle ne se limitent pas à ce jeu de miroir complexe, mais conscients d'appartenir à une époque qui déchiffre les mythes sur un mode réflectif et savant, se mettent à raconter de nouveau la fable. Par une sorte de retour à la parole d'origine, ils renouent avec le caractère narratif du mythe. Dans ce sens, on retrouve cette réécriture du mythe dans l'œuvre d'André Gide, d'Annunzio ou encore de Michel Butor. Au XXe siècle, certains philosophes voient la figure d'Icare comme un emblème du défi de l'hubris. Certains textes qui se réclament de la philosophie constituent et figent Icare comme emblème d'un sens univoque. À l'opposé de la tradition antique, cette doxa entreprend la géographie du héros précipité. Ils font un hymne à la gloire d'Icare et célèbrent le défi de l'hubris, consubstantiel à la condition humaine. Pour d'autres philosophes, Icare devient même une sorte de signe positif qui trouve sa place dans des séries d'oppositions binaires, matérialisme ou idéalisme, montée ou descente, ascension et assomption, élévation et révélation. Ainsi s'est simplifiée l'image d'Icare, lieu commun que hante la rhétorique édifiante des livres d'emblèmes ou que figent les effets de discours philosophiques ou psychanalytiques qui la convertissent en monnaie d'échange contre messages positifs sans ambiguïté ni réplique. Le scénario de la chute d'Icare est donc devenu un lieu commun de la culture européenne, un ensemble de motifs récurrents qui constituent une trace spécifique déposée par la tradition dans des arts plus ou moins codifiés selon les époques. La fable a beau être marquée d'ambivalence, qu'elle exalte l'élan juvénile ou souligne sa démesure, tragiquement sanctionnée, les motifs d'envol, d'éblouissement, de chute et de noyade entrent dans une configuration stable. Donc à chaque époque a su donner à Icare son interprétation qui correspondait aux préoccupations de son époque, aux préoccupations de son temps. Icare a donc le statut médiéval d'Icare est caractéristique de la dynamique d'annexion chrétienne des mythes païens. Icare baroque, fils émancipé et individu autoprogrammé, participe de la rupture des anciens cadres autoritaires. Le silence du XVIIe siècle, tout juste brisé par les plaisanteries de Charles Perrault, en dit long sur son rejet de tout fauteur de troubles mythologiques. Au XIXe siècle, Icare symbolise contradictoirement, la sublimation impuissante de l'artiste et le triomphe du pionnier de l'aéronautique. Icare est donc une figure sans cesse travaillée, sans cesse utilisée, qui témoigne
d'une certaine sensibilité et qui est porteur de l'idéologie du temps présent, du temps passé et du temps futur, puisque Icare est toujours d'actualité et le sera en fonction des époques et jusqu'à bien longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que devient Dédale après la chute de Icare? Alors, Dédale, on a très peu de sources sur son destin, mais ce qui est le plus courant, c'est de dire que Dédale a réussi à trouver le corps de son fils et l'a enterré dans l'île qui portera son nom, Icari. Et Dédale, finalement, est un peu oublié dans la mythologie. Il y a beaucoup de sources diverses et variées. Je ne pourrais pas vous dire exactement laquelle est la plus sérieuse, mais voilà, il succombe aussi à son chagrin et voilà. Je ne pourrais pas exactement vous dire comment il finit. L'ubris, pardon, c'est... Alors, l'ubris, c'est cet élan un peu... le péché est jamais loin, on va dire. L'ubris, c'est ce désir et cette preuve d'audace un peu excessif qu'on pouvait retrouver dans l'Antiquité. Je ne sais pas si je pourrais mieux le définir. Oui, il y a beaucoup d'orgueil, oui, évidemment. L'orgueil envers les dieux, principalement dans l'Antiquité, ça a cette signification, voilà. Envers les dieux, mais aussi envers les autres hommes. Voilà, cette capacité de vouloir en faire trop et de vouloir toujours l'esprit d'excès près de lui. Oui, vous avez dit que l'image de la figure d'Icare a été reprise au XIXe siècle par les poètes, les prix d'absolu jusqu'aux bêtises comme Baudelaire, Rimbaud. Et je me souviens que c'était le poète voleur de feu, c'était Rimbaud, je crois. Est-ce que c'est en référence à Icare? Effectivement, comme ses collègues, Apollinaire aussi a beaucoup travaillé la figure d'Icare et c'était à cette période-là, c'était vraiment devenu un topos. Vous en avez un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça change dans l'interprétation du mythe d'Icare, le moment où on s'est mis à savoir voler? Parce qu'on a tendance à même plus réaliser que jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'idée que l'homme qui volait, c'était une utopie. Et maintenant, on prend l'avion commercial pour un oui ou pour un non, on est passé et entre les deux, on est passé par les frères White qui volent à deux. Un petit truc sur ton maître, qu'est-ce que ça... Parce que ça change quand même fondamentalement la façon de comprendre cette histoire. Cette histoire. Effectivement, lorsque Dédale et Icare volent pour la première fois, c'est vraiment une preuve du bris, puisque même si Icare est celui qui fait le plus preuve du bris, puisque c'est lui qui vole le plus près du soleil, qui veut défier en quelque sorte les dieux, la figure du père en tant que créateur et en tant que celui qui va inaugurer ce premier vol est une figure qui est une figure du bris. Et lorsque y a justement les premiers vols se passent, en fait, il y a tout de suite une association avec Icare et non avec Dédale, comme on a vu. Et effectivement, ça change beaucoup les choses. Donc il y a moins cette connotation du bris, mais il y a toujours une association avec Icare. Après, qu'est-ce que ça change fondamentalement, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a tout de suite une association entre les deux, en tout cas. C'est sympa de dire pour aller à la plage, pour sortir, aller au café, au restaurant, au cigarette. Est-ce que le Minotaure est le pendant terrien de la sirène?
Alors, Vous faites ça pour m'embêter, c'est ça, hein? Qui a d'autres questions? Merci.